L'enjeu, ce n'est pas d'avoir la foi, parce que dans la spiritualité, on n'aime pas les gens qui ont la foi. Vous voyez, c'est même des esprits faibles. Il s'agit de connaître comment le Créateur agit dans sa création. Et c'est ça, c'est là où se fixe, je dirais, la différence, ce qu'on appelle la ligne de démarcation entre la spiritualité et la religion. Il n'y a pas de manipulation dans la spiritualité parce qu'on vous enseigne la loi. Dans la religion, oui, parce qu'on ne vous enseigne pas la loi. Problème. L'Asie, la Chine et l'Inde n'ont pas eu besoin du christianisme et de l'islam pour être là où ils sont. D'où vient-il que les Africains soient accrochés au christianisme et à l'islam pour s'en sortir? Que dans cette image, Jésus il est marié avec Marie de Madeleine, il a une descendance, donc c'est un homme tout à fait comme nous, pas le fils de Dieu comme on l'entend. Quand les Européens vivaient encore dans des huttes, étaient extrêmement primitifs, ne connaissaient ni l'astronomie, ni la philosophie, absolument rien. Et alors qu'en Afrique, c'était déjà extrêmement développé. Après avoir réfléchi plusieurs années, et j'ai compris finalement que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est de la distraction. Il faut sortir véritablement de cette adolescence retardée pour mettre en place des mécanismes, encore toucher des questions de fond et trouver des solutions de fond. Et ça... Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Si on continue à faire comme avant, alors nous perdrons définitivement le contrôle. Et alors ce sera l'effacement. Je peux vous le dire avec certitude. Nous savons que les civilisations disparaissent, les pays aussi. L'Europe disparaîtra. Mesdames et messieurs, nous vous saluons pour cette énième émission sur Afro Lumière et nous vous suivons la très bonne suite. Aujourd'hui, contrairement à nos habitudes, nous ne sommes pas dans les socioculturels, nous avons préféré parler un tout petit peu politique et donc nous sommes ici dans un parti, le parti dénommé RO. Donc parmi les nombreux partis politiques qui ont vu le jour dans notre pays, nous avions eu la chance de tomber sur certains documents de ces partis qui n'est autre que la rénovation du Congo. Et donc ces noms nous a paru curieux et nous n'avons pas tardé de visiter le dit parti et nous voici aujourd'hui dans les installations de ces partis dans le bureau et nous sommes aujourd'hui en face de M. Wabibompo Keïtouta Dieudonné, le secrétaire général du dit parti. Bonjour M. Wabi, secrétaire général. Bonjour. Monsieur Wabi, nous sommes à l'Afro-Lumière, j'espère que c'est une émission très suivie. Et donc aujourd'hui nous avons fait la particularité de vous voir au sujet de votre parti au nom très curieux, Rénovation du Congo. Qu'est-ce que la rénovation du Congo? Pourquoi ce nom? Qu'est-ce que vous avez d'innovation? Pourquoi cette grande prétention? Pour la prétention, la rénovation du Congo, c'est simplement par rapport à la situation de la République démocratique du Congo de manière générale. Nous sommes tous Congolais. Nous savons que depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, jusqu'il y a peu, le Congo a traversé plusieurs crises. Et la principale a été identifiée comme une crise politique qui est à la base de beaucoup de choses. Et cette crise politique est essentiellement une crise de légitimité. À chaque fois, à chaque rendez-vous politique, à chaque séquence, il y a souvent des difficultés. Et nous avons identifié clairement que ce pays a cette crise de légitimité, c'est-à-dire que très souvent, et dans la plupart du temps depuis l'indépendance, le Congo a été dirigé par des personnes que le peuple n'a pas choisies. La situation du pays aujourd'hui est une situation de pauvreté, de chaos et de crise. Et nous nous sommes dit, la crise ou les crises dans lesquelles la République démocratique du Congo vit aujourd'hui vient de la manière dont les différents acteurs politiques ont conduit les choses, de la manière dont les Congolais, en général, se sont comportés jusque-là. Nous nous sommes dit, il faut à un certain moment que des hommes et des femmes se choisissent, se décident de faire les choses autrement pour avoir d'autres résultats. Le Congo
plombés dans la pauvreté, dans les crises, dans les guerres, dans la corruption. Il est très important que les Congolais puissent prendre la décision de rénover. C'est-à-dire, rénover, c'est remettre à nouveau quelque chose qui a été abîmé ou quelque chose qui est ancien. C'est-à-dire, nous voulons faire les choses autrement pour avoir d'autres résultats, pour redonner au Congo sa vigueur, pour redonner au Congo sa splendeur d'antan. Voilà, en résumé, c'est ça. C'est cette idée principale qui est derrière l'appellation rénovation. Très bien, monsieur le secrétaire général. Mais quand vous parlez de la rénovation du Congo, et vous affirmez que le Congo n'a pas eu la chance, tout simplement parce qu'il y a un problème de la classe politique. Donc, il y a eu des dirigeants qui n'ont pas été à la hauteur de la gestion même de la chose républicaine du Congo. Mais on a comme l'impression que le Congo n'a pas du tout la chance d'avoir la capacité de renouveler cette classe politique qui est là. Parce qu'aujourd'hui au pouvoir, aujourd'hui pas plus qu'hier d'ailleurs, le chef de l'État qui vient de remettre les arènes du pouvoir à l'actuel chef d'État, il a été le fils de son père, il a été le fils de Kabila. Et donc, celui qui vient ici, le fils de Tshisekedi. Et vous-même, Wabi. Quand on parle de Wabi, je vois déjà en Bandaka, à l'Équateur, c'est déjà un nom. Ce sont les mêmes parce que si vous êtes, ça sera aussi une question auquel vous pouvez répondre, si vous êtes le fils de Wabi à l'Équateur, alors là, on va tout droit à la conclusion qu'au fait, le Congo a la malchance d'être dirigé par une certaine oligarchie qui a hérité de la colonisation. Vous êtes des héritiers de la colonisation, monsieur Wabi. Parce que vous êtes déjà un nom à l'Équateur. Le président de la République, c'est un nom à travers son père, son prédécesseur, la même chose. Alors, vous voulez faire du Congo une chose des oligarques, et je crois que le Congo ne marche pas très bien, parce qu'il y a déjà une oligarchie qui s'impose sur le plan politique. Alors vous appelez que la rénovation, alors que vous êtes là, les fils de vos pères. Oui, merci pour la question, une question pertinente. Lorsqu'on parle de la rénovation, cette rénovation, c'est d'abord... Je voudrais bien que vous affirmiez que si vous êtes le fils de Papa Wabi, le grand homme d'affaires à l'Équateur, peut-être que ça ne vous ressemble de nom. Non. Il se pourrait que ça soit cela. Non, je ne suis pas le fils de Papa Wabi, l'homme d'affaires, mais je suis plutôt le fils de Papa Wabi, officier des forces militaires. Ah, ok. Ah, lui aussi n'était pas moindre non plus. Oui, effectivement. Effectivement. Donc, mais la rénovation dont on parle, c'est d'abord une rénovation de mentalité. C'est-à-dire que nous voulons une génération, et nous pensons que nous avons une génération des personnes, même s'ils portent les noms de leurs prédécesseurs ou de leurs parents, mais ce sont des personnes, la rénovation vient du fait qu'il y ait des gens qui pensent faire les choses autrement. Puisqu'on a parlé de la crise de légitimité, le Congo a été habitué depuis l'indépendance à ce que les gens, bon, à part les premiers, les Kasavubu et Lumumba, tout ce qui a suivi, c'était toute une série de coups d'État, des rébellions. Le Congo a été habitué à ce que les gens accèdent au pouvoir par la force. Nous avons ici aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle nous disons, nous dans la rénovation du Congo, nous disons que le président Félix Antoine Tshisekedi est le président du nouveau départ. Parce que je parlais de la crise de la légitimité. Et pour une fois aujourd'hui, pour une fois en République démocratique du Congo, nous avons eu une passation de pouvoir pacifique. Pour la première fois, il y a un président de la République qui est sorti et un autre est entré par la voie des élections. Il y a eu remise et reprise, il y a eu discours d'investiture. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Le Congo vient d'entamer une nouvelle saison où les gens peuvent facilement, enfin pas facilement, mais les gens peuvent accéder au pouvoir par la voie des urnes. Mobutu a fait un coup de force. Laurent Désiré Kabila est arrivé par un coup de force, par une rébellion. Il a été traité de président autoproclamé. Joseph Kabila est arrivé au pouvoir, qu'on le veuille ou non,
à la suite d'un coup d'État qui a tué son père. Et pour une fois, nous avons cet accès au pouvoir par les élections. C'est vraiment une nouvelle chose et nous devons capitaliser sur cet aspect des choses. Nous voulons une génération de personnes qui veulent travailler, qui viennent au pouvoir, pas pour s'enrichir, mais qui viennent avec une véritable vision de développement pour pouvoir améliorer la situation du pays. C'est à ce niveau-là que se situe la rénovation. Là, cette rénovation doit se faire au niveau déjà de la mentalité des citoyens, de la mentalité des Congolais. Parce que ceux qui arrivent au pouvoir, finalement, ils viennent d'où? Ils viennent de la population. On ne va pas dire que ces gens deviennent corrompus quand ils deviennent chefs d'État. La corruption n'est pas héréditaire, mais la corruption est un état d'esprit par rapport à la manière dont les gens peuvent voir les choses. Vous pouvez être fils d'un corrompu et refuser la corruption. Ce n'est pas parce qu'on porte le nom de Tshisekedi, ce n'est pas parce qu'on porte le nom de Kabila, ce n'est pas parce qu'on porte le nom de Mobutu ou le nom de Wabi qu'on est forcément le Wabi qui a été, moi mon père était militaire, moi je ne le suis pas. Très bien, alors maintenant parlons de la qualité humaine parce que vous avez soulevé ces points. L'homme, alors maintenant le président de votre parti, c'est qui? Parce que vous êtes le secrétaire général, qui est le président de votre parti? Le président de notre parti, c'est le professeur Jean-Robert Yoka Pela. Le professeur Jean-Robert Yoka Pela, on se pose la question si il y a eu dans ces pays beaucoup, on en a connu beaucoup, et ce ne sont pas des professeurs qui manquent. Alors lui, le professeur, ici, dans quelle université? Il a étudié ici? Le président Jean-Robert Yoka Pela a étudié à l'université de Lubumbashi. Il a eu des charges académiques ici à Kinshasa, à l'université de Kinshasa et à l'université de Lubumbashi aussi. C'est un linguiste. Il est licencié en anglais. Il a fait aussi d'autres études complémentaires. Donc il a eu des charges ici à Kinshasa, à l'université de Kinshasa, avant d'aller poursuivre ses études en Hollande, à Rotterdam. Et donc depuis, il s'est installé en Belgique, mais bien qu'installé en Belgique, bien que venant aussi au Congo avec certaines activités, notamment dans le domaine du développement agricole, il est parmi les personnes, il est la personne qui nous a sollicité, qui nous a contactés pour dire franchement, je suis révolté par la situation du Congo actuellement. Et l'accès, l'arrivée, l'avènement du président Félix Tshisekedi est pour nous une opportunité, une occasion, étant donné que le Congo commence un nouveau cycle, que nous puissions commencer quelque chose de nouveau, que nous ayons cette opportunité de mobiliser les ressources, de mobiliser les intelligences, de mobiliser les énergies pour pouvoir apporter quelque chose à la République démocratique du Congo. Ça, ce sont les styles, professeur. Très bien, monsieur le secrétaire général, puisque nous parlons du président avec un très beau cursus, mais il est installé en Europe. Il est installé en Europe, monsieur le secrétaire général. Pensez-vous très sincèrement que le président sera capable de nous amener un autre discours quand on sait très bien que nos amis de la diaspora qui sont venus en Europe et avec une mentalité inattendue, ça ne fait plus le secret de Polichinelle, tout le monde l'a vu, tout le monde le sait, une mentalité sous-développante. Qu'est-ce que le professeur Yoka Pela peut amener pour booster la politique de son pays et qu'est-ce qu'il peut amener qui n'a pas été apporté par ses prédécesseurs de la diaspora qui ont visiblement pourri le système politique autour du chef de l'État. De quoi pourra-t-il être capable par rapport aux autres membres du diaspora qu'on voit ici dans les forfaitures on ne peut pas imaginer. Bon, déjà je dois préciser que le professeur Jean-Robert Yoka Pela a vécu en Europe pendant un certain temps. Le professeur Jean-Robert Yoka Pela est rentré à Kinshasa déjà en 2020. Il s'est installé, mais seulement il était parti pour des raisons de santé, encore en Europe, mais là déjà il est de retour parmi nous. Il est là, il s'installe au Congo
pour déjà diriger le parti et actionner cette dynamique de développement avec les autres. Quand on parle de la diaspora, j'aimerais préciser qu'il y a diaspora et diaspora. Parfois, on se trompe. Il faut savoir que la diaspora est à l'image. La diaspora, c'est une partie de la population congolaise. La diaspora est à l'image de la population congolaise. Il y a du bon, il y a du mauvais. Même nous, au niveau de la diaspora, il y a déjà une différence entre cette diaspora. Même vous, au niveau de la diaspora, il y a une grande différence. Ça veut dire que vous êtes aussi la diaspora. Je suis de la diaspora. Je viens de la Belgique, où j'ai vécu depuis 1989. Ça fait quoi? Ça fait presque 32 ans, je crois. Donc, c'est une partie de la diaspora, des gens qui ont plus vécu à l'extérieur et qui ne connaissent pas la réalité du pays. Non, ce n'est pas ça. C'est que les gens, vous voyez pourquoi il y a plus de révolte au niveau de la diaspora. Lorsque quelqu'un vit au Congo, lorsque quelqu'un vit dans les conditions dans lesquelles nous vivons ici, et qu'il va dans un autre pays, lorsqu'il va dans un autre pays, il découvre d'autres réalités. Il découvre la liberté. Il faut capitaliser positivement. Voilà. Il découvre ce qui se passe dans d'autres pays. Il découvre comment les autres sont organisés. La diaspora, ce n'est pas seulement l'Europe. À partir déjà du Congo-Brazza, ici, c'est déjà la diaspora. La plus grande communauté congolaise, la plus grande diaspora congolaise est ici, à Brazza, donc à 4 km. Alors, lorsque les gens sont à l'étranger et ils voient ce qu'ils sont en train de vivre là-bas, ils se disent, mais pourquoi pas ça chez nous? C'est de là que vient la révolte de la diaspora. Parce que lorsqu'on est dans un environnement, vous savez, même quand vous vivez dans la saleté, à un moment vous vous habituez. À un moment, vous commencez à trouver ça normal. Mais lorsque vous sortez, vous vous disiez, mais comment est-ce que je vivais dans cet environnement-là? C'est de là que vient la révolte de la diaspora. Maintenant, au niveau de la diaspora, il y a une différence. Il y a diaspora et diaspora. Déjà, tous ceux qui viennent, il faut poser la question, il faut savoir, mais qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas pour venir être conseiller du président de la République? Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas pour devenir être ministre? Qu'est-ce qu'il faisait là-bas pour venir être XY? Ça, c'est déjà la bonne question. Et ça fait partie aussi de notre idéal de rénovation. Cette mentalité des chanceliers Bopamba, cette mentalité des raccourcis, cette mentalité qui ignore la méritocratie n'est pas dans la vision de la rénovation du Congo. Qu'on vienne de la diaspora ou qu'on vienne d'ailleurs, on doit démontrer les capacités, on doit démontrer la compétence, on doit démontrer surtout l'intégrité. Parce qu'on peut être docteur, 1000 fois docteur, mais au fond, dans son cœur, être un petit voleur. Et on commence à voler les caisses de l'État. La culture du travail est très importante. Moi, je le dis, il y a une différence entre la diaspora, ceux qui sont nés ici, qui ont grandi ici, qui ont eu les mauvaises mentalités d'ici, et qui sont partis là-bas. Étudier simplement, à avoir des connaissances, et puis revenir ici, mais revenir avec les mêmes antivaleurs qu'ils avaient avant de partir. Il y a déjà cette différence entre la diaspora qui vient d'ici et qui va là-bas. Il y a aussi une autre différence entre la diaspora de nos enfants qui naissent là. Et vous êtes... Oh, allez-y d'abord. Vos enfants qui naissent là-bas, ils sont un peu plus évolués mentalement, socialement. Oui, ils ont déjà une autre mentalité, ils ont déjà une autre culture, ils bénéficient déjà des niveaux de formation et tout ça d'apprentissage mieux que ce que nos enfants. De toute façon, vous n'êtes pas né là-bas, vous êtes né ici, vous êtes alors de la classe qui dérange. Non, je suis de ceux qui sont nés ici, mais j'ai la grâce d'avoir acquis les bonnes valeurs et une bonne éducation. J'en profite pour remercier mes parents qui m'ont éduqué dans les valeurs. Alors, là, monsieur le CG, il ne faut pas jeter la pierre si autrui et se préserver soi-même parce que vous aurez de la peine à pouvoir convaincre les Congolais qui commencent à vous retirer un peu plus de confiance. Tous nous avions espéré trouver quelque chose de bien auprès de notre diaspora. Et aujourd'hui, c'est prouvé que les choses ne vont pas mieux. Alors maintenant, revenons un peu sur votre parti, sur vos projets, sur le projet de société de votre parti. Qu'est-ce que la rénovation du Congo? Parce que c'est ça qui m'a poussé de venir vers vous quand j'ai vu. Rénovation du Congo, alors ça m'a attiré.
Et je me suis dit que voilà, il y a un peu d'espoir, tout n'est pas perdu. Et parce qu'il y a eu un grand problème ici quand le chef de l'État avait déclaré que Mokaïsi Koufa, c'était terrible. Alors là, vous au moins, vous venez avec l'espoir et vous dites que le Congo sera rénové. Comment pouvez-vous le faire quand la déclaration, voulais-je dire, du chef de l'État était interprétée dans tous les sens? Mais vous prétendez pouvoir rénover le Congo. Votre projet de société. Ouais, je ne veux pas commenter la déclaration du chef de l'État, mais est-il que le constat, si aujourd'hui on parle de la rénovation, comme je l'ai dit au départ, c'est parce que le constat de la situation du Congo est quand même amer. Bon, nous avons un projet de rénovation. Nous n'avons pas un projet de résurrection, parce que la résurrection c'est quand on est mort, mais la rénovation c'est quelque chose qui a été dégradé, mais qui est bien là et que nous voulons remettre. Si je peux résumer, parce que parler du projet de société en long et en large, ça va nous prendre beaucoup de temps. Si je peux me résumer par rapport à notre projet de société, je vais me répéter en disant que considérant les conditions dans lesquelles ce pays a accédé à l'indépendance et a évolué jusque-là, considérant les différentes crises économiques, politiques, sociales et je dirais même la crise morale du Congo, considérant que sur tout projet de développement, l'homme doit être un pays, une structure humaine, une organisation humaine, sans que l'homme soit au centre, c'est-à-dire acteur et bénéficiaire de ce développement. Donc, en considérant cela, nous avons cette vision de développer ce pays, de changer ce pays, mais en se basant sur le changement de mentalité, sur le changement de la manière de faire les choses. Et notre idéologie, notre doctrine, c'est justement la social-démocratie. La social-démocratie, c'est justement une partie du socialisme, si je peux dire, qui met l'homme au centre, donc les considérations humaines, mais qui considère aussi les libertés. Vous savez, l'homme ne peut évoluer, l'homme ne peut se développer véritablement que dans un contexte des libertés, libertés bien sûr contrôlées, encadrées par l'État, et quand on considère l'énergie, toute l'énergie du peuple congolais, toute la capacité du peuple congolais à s'adapter même dans des conditions difficiles, nous disons que si nous laissons la liberté d'entreprendre, la liberté d'organiser, la liberté de travailler, mais que le gouvernement encadre cela, je pense que nous pouvons arriver à un développement, à un changement au niveau du pays. Donc voilà un peu en résumé les grandes lignes de notre projet de société, de notre vie. Alors, à vous entendre parler, je peux me permettre d'affirmer que vous êtes l'un de ces partis qui soutient le chef de l'État, ou vous êtes dans la majorité présidentielle, à défaut d'être dans l'opposition. Nous soutenons, effectivement, nous soutenons, comme j'ai dit dès le départ, nous considérant que le président Félix est pour nous le président du nouveau départ. Nous nous sommes dit, nous nous sommes engagés à soutenir le chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi. Parce que, considérant tout ce que le Congo a vécu jusque-là, si le président Félix Antoine Tshisekedi rate ce nouveau départ, si le Congo rate ce nouveau départ... Il me semble qu'il commence déjà à rater. Il y a beaucoup, au terme de 3 ans du chef de l'État, il semble piétiner sur plusieurs points et donc tout l'espoir que le peuple a mis sur le principal parti du l'UDPS, qui était véritablement le principal parti de l'opposition, les espoirs s'envolent. Alors vous allez le soutenir sur quel point? Parce que tout démontre que rien ne marche. Bon, c'est vrai que les attentes sont énormes au vu de la situation du pays. Je ne veux même pas parler de la gestion des régimes précédents qu'il a trouvé. Les attentes sont tellement énormes qu'il faille un certain temps pour aussi faire un certain nombre de choses. On doit aussi souligner le fait qu'il y a eu aussi des faiblesses, comme on dit, le faible commencement. Il y a eu aussi quelques ratés. Par exemple, nous avons vu le procès
du 100 jours avec le programme du 100 jours qui, dès le départ, a été un faux pas. Mais nous ne devons pas oublier la volonté, la détermination du président. Je pense qu'ici, le mois d'avril, les médias en parlent. Pour la première fois, la DGI vient d'enregistrer des rentrées de plus d'1 milliard de dollars. On ne sent rien dans le quotidien du Congolais. Ouais, ça reste des chiffres numériques dans les ordinateurs, mais dans la vie quotidienne du Congolais, on ne sent presque rien du tout. Vous pouvez continuer. Oui, c'est un début. C'est un début, comme j'ai dit. Ici, pourquoi on en arrive? Comment ça se fait que d'un coup, en un mois, on passe de quelques millions à plus d'1 milliard de dollars? Simplement, déjà par le phénomène de l'IGF. Il faut un sacré courage politique pour faire ce qui est en train de se faire avec l'IGF. Aujourd'hui, on est mandataire, on est ministre, on ne se comporte plus comme avant. Aujourd'hui, on accède à un poste de responsabilité, on se dit, oula, il y a l'IGF. Rien que déjà ce fait, c'est rien que déjà cette attitude affichée de combattre la corruption, cette attitude affichée de combattre la mégestion va donner ses résultats. Bon, évidemment, le premier mois, c'est le premier mois d'avril, le mois d'avril où on a enregistré ce montant de plus d'1 milliard. On va voir maintenant comment ça va se passer. Donc, il faut un temps, il faut du courage, et nous nous sommes dit, il ne faut pas que le Congo rate ce départ. Et évidemment, j'espère que le président Félix va suivre ce document, cet élément, pour qu'il se rende compte aussi que les attentes sont énormes. Il est temps de se ressaisir s'il y a du ralenti, s'il y a quoi que ce soit. Il est temps de se ressaisir parce que nous sommes à quelques, je dirais pratiquement à quelques mois du terme du premier mandat. Il y a la possibilité de deuxième mandat. Ce mandat, il faut l'obtenir, ce mandat, il faut le mériter, mais notre soutien est là parce qu'il ne faut pas qu'on rate. Le président Tshisekedi choisit par exemple le secrétaire général Wabi fait du Premier ministre aujourd'hui. Vous allez toucher quel axe pour booster le développement de notre pays? Parce qu'il me semble que pour la RCO, les choses vont mieux, mais pour la population, c'est juste l'inverse. Alors, en fait de vous aujourd'hui le Premier ministre, que ferez-vous pour aider le président? Parce que le président, il me semble qu'il risque de prononcer la phrase qu'avait prononcée autrefois son prédécesseur, qui a dit que je n'ai pas 7 Congolais qui peuvent m'aider, si j'en avais même 15. Et aujourd'hui, il me semble qu'il n'est pas en train de leurrer, mais il regrette de s'être parfois entouré des gens qui l'ont trahi. Vous venez vous-même de parler de 100 jours. C'était, à mon avis, une trahison. Et aujourd'hui, on fait du secrétaire général Wabi, Premier ministre, par exemple. Vous avez été le président quel? Voilà, je vais d'abord commencer par dire que c'est le président qui a lui-même la responsabilité de choisir ses collaborateurs. Donc si le président choisit les collaborateurs et les collaborateurs se comportent mal, c'est à la responsabilité du président et c'est à lui de tirer immédiatement toutes les conséquences. Oui, il est conscient qu'il a un mauvais casting. Ça, lui-même, il en est conscient. Il veut changer. Raison pour laquelle je vous pose cette question. Oui, la deuxième question, la deuxième observation avant de répondre, c'est que c'est trop, je ne peux pas affirmer aujourd'hui que les choses vont nettement mieux. Mais je vais préciser qu'il y a la volonté, il y a la détermination, il y a les dispositions qui sont en train d'être prises. Il faut un certain temps pour que les choses aillent mieux. Si aujourd'hui, Wabi Wampoké, Wabi Dieudonné, Wabi Tuta devient Premier ministre, je pense que le tout premier défi, c'est le défi de la gouvernance. C'est le défi de la gouvernance politique. Parce que c'est la politique, c'est la gestion qui détermine tout. C'est le défi de la gouvernance, c'est le défi de la stabilité politique. Il faut avoir des institutions qui fonctionnent conformément à la Constitution, conformément aux lois. Des institutions qui fonctionnent comme il se doit. Or, on dit que les institutions ne valent que les hommes qui les animent. Il faut déjà avoir les bonnes personnes pour que les institutions fonctionnent. Il faut mokaïta molamalam. Si la gestion n'est pas bonne, tout le reste ne sera pas bon. Le premier défi, c'est le défi de la gouvernance. Le deuxième défi, c'est le défi économique de la création des richesses, de la mobilisation des ressources. Et le troisième défi, lorsqu'on crée, comme ici maintenant on vient d'avoir 1 milliard, comme vous avez dit, on le voit, enfin on lit dans les médias, tout ça, ce ne sont que des chiffres. Parce que ces chiffres doivent se transformer
au troisième défi, qui est le défi de la redistribution. C'est comme ça aussi, je n'ai peut-être pas souligné, la rénovation du Congo est pour une justice redistributive. Le pays doit être bien géré, le gouvernement doit être capable de mobiliser les ressources, et en troisième lieu, les ressources mobilisées doivent être redistribuées équitablement à la population. Mais redistribuées à travers l'éducation, à travers la santé, à travers la sécurité, à travers la promotion de la culture, à travers les infrastructures et tout ça. Donc sans une bonne gouvernance, ce n'est pas possible. Très bien, monsieur le CG, avant de passer à votre communicateur Blaise Kazadi, le chef de l'État a bien pensé. Il a imaginé le développement à la base avec le financement de 145 territoires. Et ça tarde. Vous êtes dans la politique, vous êtes un parti de rénovation. Qu'est-ce qui fait que le chef de l'État n'est toujours pas en mesure de matérialiser ce que lui-même pense? Au fait, le chef de l'État représente Dieu ici en RDC. Il est incapable de matérialiser lui-même sa très bonne imagination, sa réflexion sur le Congo, et alors ça va de son crédit auprès de la population. Qu'est-ce qui fait traîner la mise en pratique de toutes ces réflexions, combien savantes et combien salutaires pour le Congolais? Bon, là, je vais vous répondre sous forme d'observation. La première observation, c'est que la rénovation du Congo, nous soutenons le chef de l'État, mais nous ne faisons pas partie du gouvernement, donc nous ne sommes pas vraiment mieux placés pour savoir pourquoi est-ce que ça traîne. Mais l'autre observation, la deuxième observation, je vais en faire 3. La deuxième observation, c'est que lorsqu'on prend des mesures aussi exceptionnelles, des mesures aussi importantes, je pense qu'il faut quand même un temps pour aussi mettre cela en marche. Parce que vous voyez, c'est un programme qui est arrivé comme ça, en plein milieu de mandat. Ce n'est pas un programme qui avait été prévu au départ. Il faut des dispositions de loi, il faut des dispositions structurelles, il faut aussi même des dispositions budgétaire par rapport à ça. Donc ça prend un temps pour pouvoir démarrer. Atabutu, nous avons mené à Salam Mokili, la Bible Salam Mokili en 6 jours, et puis même le 7e jour, Dieu s'est reposé. Alors, la troisième observation qui est importante, donc je salue cette mesure parce que je me dis le vrai développement doit partir de la base. Tout comme la vraie démocratie est une démocratie de proximité. Il faut aller toucher la population dans les fins fonds, dans la source. Parce que imaginez aujourd'hui, et je regrette, et j'en profite même pour dire que la Constitution a prévu que pour les élections, on commence avec les élections locales, communales, ainsi de suite, pour arriver à la présidentielle. Le fait d'avoir inversé aussi le déroulement de ces élections fait qu'il y ait aussi une distance entre les gouvernants et les gouvernés. Parce que lorsque quelqu'un, vous choisissez le chef du quartier, vous avez la possibilité de le voir tous les jours. Mais lorsque quelqu'un qui est à Bongandanga, à Banalia, à Malembankulu ou à Kitona élit un chef de l'État, donc il est très important que le programme de développement, que même la démocratie, soit émane de la base, émane des fins fonds. Et ce programme ne pourra pas véritablement être réalisé si les acteurs politiques locaux ne sont pas impliqués. Ça aussi, c'est un problème. Et c'est un message que je lance au chef de l'État pour dire qu'on doit tenir compte de l'implication et des acteurs politiques et des organisations sociales et de développement de la base, des villages, des sections, des quartiers. Parce que faire les choses d'en haut, on risque encore d'avoir affaire à tous les détourneurs qui vont prendre l'argent pour assurer la Kembandaga, mais pour accompagner des gens à poteau et tout ça. Il faut que les acteurs du terrain, les acteurs de base s'impliquent dans ce programme. Merci. Très bien, monsieur le secrétaire général, vous n'êtes pas seul dans votre bureau, vous êtes avec votre communicateur, monsieur Blaise Kazadi. Bonjour, monsieur Kazadi. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous voulons savoir le RPO. En fait, RPO, c'est quoi, si vous pouvez nous dire?
rénovation du Congo. R comme rénovation, et CO, ça veut dire Congo, notre pays, la République démocratique du Congo. Ok. Alors maintenant, la rénovation du Congo, c'est un parti politique qui est installé à Kinshasa, dans le diaspora, où on peut retrouver ça partout, parce que visiblement avec le secrétaire général, je vois, il y a un président, le professeur Yukampela, qui vient de la diaspora, il faut l'avouer, bien que professeur d'université, il a fait des charges horaires ici, mais il a plus passé son temps dans le diaspora. Il y a le secrétaire général lui-même, qui vient de la diaspora, je crois, de la Belgique. Et j'ai craint que M. Kazadi aussi, le communicateur, vienne de là. Est-ce que vous êtes d'ici? Le parti est installé un peu partout au Congo. Parlez-nous un peu de l'installation de votre parti en quelques minutes. Oui, moi je ne suis pas de la diaspora, moi je suis du Congo, RDC, et Quinois en particulier. Et je voulais juste parler de notre parti. Notre parti n'est pas seulement implanté ici à Kinshasa, c'est un parti national. Donc, ça veut dire que c'est dans toute la République démocratique du Congo. Et pour le moment, nous sommes dans la phase d'implantation. Nous sommes à Kinshasa, la capitale. Nous sommes au Congo central. Nous sommes à Tchopo. Nous sommes à Sud-Kivu. Nous sommes au Kasaï central. Nous sommes au Kasaï. Et nous continuons aussi à implanter même à l'Équateur et partout ailleurs. Nous serons en République démocratique du Congo dans tous les pays. Très bien. Alors, partout où vous passez, quand vous parlez un peu de vos projets de société, le Congolais de l'intérieur particulièrement, quelles sont les recommandations, quelles sont leurs aspirations par rapport à tout ce que vous leur expliquez, parce qu'on sait aujourd'hui très bien que les Congolais ne s'intéressent plus de la politique et considèrent que les politiciens, ce sont des menteurs. La politique même est devenue de synonyme de mensonge. Avec votre petite expérience en politique, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au sentiment du Congolais sur la vie politique de son pays? Oui, quand nous circulons dans les différentes provinces, mais les gens quand même s'intéressent à la rénovation, dans le sens que la pensée ou la vision que nous amenons du changement, parce que comme le nom l'indique, rénovation, c'est le changement, la mentalité que nous voulons que l'homme congolais puisse avoir dans les jours à venir. Parce que vous savez, autrefois, comme vient de le dire le secrétaire général Wabi, le Congo était détruit. Le Congo était vraiment dans le profond, même au rez-de-chaussée. Alors, avec la pensée et l'idée que nous avons aujourd'hui avec la rénovation du Congo et la population de l'intérieur, quand même, ils captent bien le message et nous amenons aussi ce changement ou le changement de mentalité afin que les gens, autrefois, qui vendaient même leur voix pour le polo, qui vendaient même leur voix avec un petit sac de riz, mais aujourd'hui, ils captent quand même, ils disent que non, on peut quand même changer le Congo avec la pensée et l'idée que les gens de la rénovation du Congo nous apportent. Très bien. Merci, M. Blaise Kazadi. Et alors, maintenant, le président, il est toujours en Europe ou bien il est ici? Quand est-ce qu'on va le voir? Lui-même est dans le média parce que nombreux sont ceux qui désirent le voir, lui-même le professeur, pour haranguer les médias, parce qu'il y a des vidéos. Dans les vidéos, on a toujours vu le secrétaire général, ses acolytes dans les installations du parti. On ne voit pas du tout le président. Il sera là quand? Le président, pour votre information, le président est ici. Ça fait au moins 3 mois. Notre président il est déjà en RDC ici? Il est en RDC, comme notre secrétaire général aussi. Quand même, vous l'avez dit qu'il est de la diaspora, mais il est aussi installé ici au Congo, à Kinshasa particulièrement. Et nous autres aussi, nous sommes des Quinois. Et si vous voulez voir le président est là, il est disposé. Et je pense qu'on va s'arranger avec le secrétaire général, Dieudonné Wabi, pour voir l'agenda de notre président, s'il peut vous recevoir, pour que vous puissiez avoir un entretien avec lui. Il est vraiment dispo pour tout entretien que vous aurez avec lui. Merci beaucoup, monsieur
le communicateur Blaise Casadé. Donc nous revenons au secrétaire général pour terminer notre émission. Ça fait la télévision, c'est le temps qui nous est accordé est déjà à terme. Et donc le CG, la rénovation du Congo. La rénovation du Congo compte déjà, a vu le jour depuis combien de temps? La rénovation du Congo a été créée en octobre 2020 et la rénovation du Congo a reçu son agrément du ministère de l'Intérieur au mois de mars 2021. Donc un an d'existence officielle, 1 an et 2 mois exactement. Très bien. Alors, puisque vous êtes la rénovation du Congo, au terme de combien de mois, vous disiez? De 1 an et 2 mois, donc 14 mois. Voilà, 14 mois, au terme de 14 mois, certainement dans votre bureau ici, vous recevez pas mal de gens, parce que vous en profitez pour installer votre nouveau parti. Exactement. Et quelle est votre lecture sur les attentes de la population? Et je voudrais ici que vous soyez véritablement sincère. Pensez-vous que les Congolais, à ce jour, portent encore un espoir sur vous, les politiciens? Parce qu'il ne faut pas oublier, l'UDPS, c'est un grand parti, un parti qui a bougé, qui a fait bouger les choses, parce que je ne connais pas un autre qui a combattu le président Mobutu au plus fort de sa dictature, et ce parti a donné de l'espoir à tous les Congolais. Et aujourd'hui, vous venez pour appuyer ces partis-là, parce que vous l'avez affirmé de votre propre bouche, que vous êtes derrière le chef de l'État, vous le soutenez. Alors, pendant les 14 mois que vous essayez un peu d'installer le parti, avez-vous vraiment les assurances du peuple congolais que ce peuple peut encore espérer quelque chose de la part de vous autres politiciens, dans la mesure où l'UDPS est en train de tomber comme un fruit mûr? Effectivement, je reçois des personnes de toutes catégories et de toutes classes sociales ici, au bureau, au siège de la rénovation du Congo. Et je pense que les constats sincèrement, c'est un constat de désolation, presque un constat de désillusion et de désespérance, dans le sens où les gens ne se retrouvent pas dans le combat que l'UDPS a mené par rapport à ce qui est en train de se faire. Vous savez, lutter pour accéder au pouvoir, c'est une chose, mais gérer, c'est une autre chose. N'empêche que, comme nous l'avons dit, et je le renouvelle, nous sommes alliés à l'UDPS au sein de la plateforme, mais nous soutenons la vision du chef de l'État. La présidence de la République, les élections pour le président, ce n'est pas par rapport à un parti politique, c'est un individu avec toute la population congolaise. L'UDPS a lutté pendant 32 ans, il y a eu beaucoup de pertes, il y a eu des départs, et je pense que même la génération qui dirige aujourd'hui, c'est la génération, ce n'est pas la génération qui a commencé. Et moi, tout ce que je peux dire aujourd'hui comme conseil ou message à nos camarades de l'UDPS, surtout ceux qui sont aux affaires, parce qu'il faut dire la vérité, tous ceux qui sont aux affaires ne sont pas toujours ceux qui ont lutté. Alors, ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, à la nouvelle génération de l'UDPS, chers camarades, revenez aux idéaux de l'UDPS du départ. Revenez aux idéaux de la social-démocratie. Parce que nous vous soutenons, nous sommes avec vous, mais c'est par rapport à cet idéal. C'est tout ce que je peux dire en ce moment. Et juste dans 30 minutes, un mot pour vos membres, le membre du RO qui vous suivent, parce que l'émission est déjà à sa fin. Juste dans 30 minutes. 30 secondes. 30 secondes. Donc, je transmets mes salutations, mes encouragements et même mes félicitations à tous mes camarades, à toute la frange de la population congolaise qui a choisi la rénovation du Congo. Nous sommes optimistes, mais nous sommes optimistes parce que nous avons l'optimisme de la volonté. Nous avons la détermination de changer les choses, nous avons la détermination de contribuer à la rénovation. Donc, Bolembate, nous sommes dans nos faibles commencements, mobilisez-vous, sacrifions-nous, travaillons pour que ce Congo soit rénové. Et je vous l'ai dit,
le Congo sera rénové. Bientôt, nous verrons un Congo nouveau avec la rénovation du Congo. Merci. Terrible, mesdames et messieurs, avec ce secrétaire général imparfait orateur, mais nous le mettons au défi. Nous espérons que son art oratoire sera au rendez-vous avec ce que le peuple attend. Et donc nous avons terminé avec lui ces premiers numéros. Nous espérons bien qu'il pourra nous ramener ici un jour. Et donc c'est la première fois, ça ne sera pas la dernière fois. La rediffusion de cette émission, c'est déjà la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. L'enjeu, ce n'est pas d'avoir la foi, parce que dans la spiritualité, on n'aime pas les gens qui ont la foi. Vous voyez, c'est même des esprits faibles. Il s'agit de connaître comment le Créateur agit dans sa création. Et c'est ça, c'est là où se fixe, je dirais, la différence, ce qu'on appelle la ligne de démarcation entre la spiritualité et la religion. Il n'y a pas de manipulation dans la spiritualité parce qu'on vous enseigne la loi. Dans la religion, oui, parce qu'on ne vous enseigne pas la loi. Problème. L'Asie, la Chine et l'Inde n'ont pas eu besoin du christianisme et de l'islam pour être là où ils sont. D'où vient-il que les Africains soient accrochés au christianisme et à l'islam pour s'en sortir? Que dans cette image, Jésus il est marié avec Marie de Madeleine, il a une descendance, donc c'est un homme tout à fait comme nous, pas le fils de Dieu comme on l'entend. Quand les Européens vivaient encore dans des huttes, étaient extrêmement primitifs, ne connaissaient ni l'astronomie, ni la philosophie, absolument rien. Et alors qu'en Afrique, c'était déjà extrêmement développé. Après avoir réfléchi plusieurs années, et j'ai compris finalement que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est de la distraction. Il faut sortir véritablement de cette adolescence retardée pour mettre en place des mécanismes, encore toucher des questions de fond et trouver des solutions de fond. Et ça... Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Si on continue à faire comme avant, alors nous perdrons définitivement le contrôle. Et alors ce sera l'effacement. Je peux vous le dire avec certitude. Nous savons que les civilisations disparaissent, les pays aussi. L'Europe disparaîtra.